je suis Clément Méric et vous écoutez Bourbon Hebdo, le podcast de la rédaction d'LCP qui vous fait revivre l'actualité de la semaine et vous dévoile les coulisses de l'Assemblée. La séance est ouverte. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast hebdomadaire. Au sommaire, cette semaine, il n'y aura pas de compromis sur le budget. Alors 49.3 ou ordonnance, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement a longuement pesé le pour et le contre de ces deux options qu'il lui restent. On évoquera aussi ce mystérieux corbeau qui a mis plusieurs médias sur la piste des ordonnances budgétaires. On reviendra aussi sur le dérapage du député RN Frédéric Pierre Vos, c'était cette semaine dans l'hémicycle. Plusieurs figures du PAF, bientôt auditionnées par la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, on vous donnera les noms. Enfin, l'interdiction des réseaux sociaux moins de 15 ans, on vous expliquera pourquoi le Conseil d'État demande à la députée Laure Miller de revoir sa copie. Et puis il y aura une petite surprise à la fin de ce podcast. Et pour vous servir, on est aujourd'hui avec Elsa Mondingava, Stéphanie Despierrets et Marco Pommier. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Vous êtes en forme? En pleine forme. Bon, en meilleure forme que nos députés parce qu'ils en ont un peu marre du budget, je crois. C'est ce qu'on a cru comprendre. Bon, je rappelle, vous êtes nos spécialistes parlementaires, vous intervenez chaque semaine dans les différentes émissions de la rédaction d'LCP. Le gouvernement a donc décidé d'arrêter les frais. Le débat budgétaire a pris fin jeudi soir. À un moment donné, il faut qu'on regarde la réalité. Nous avons des saboteurs à l'Assemblée nationale. Les extrêmes, je le redis, sont en train et ont délibérément, méthodiquement voté des amendements pour qu'à la fin, le budget soit invotable. C'était Amélie de Montchalin, la ministre du Budget. Alors, elle est très remontée contre le RN et LFI, pour ne pas les nommer. Et il reste donc deux options au gouvernement. Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, le gouvernement n'a pas encore tranché entre faire passer le budget par ordonnance ou par 49.3. On va peut-être commencer par les ordonnances, parce qu'on a beaucoup parlé du 49.3 la semaine dernière dans ce podcast. On ne s'attendait pas à ce qu'elle redevienne une piste sérieuse. Oui, cette question des ordonnances, elle est permise par l'article 47 de la Constitution qui veut que si un budget n'est pas adopté dans un délai, ça autorise le gouvernement à procéder par ordonnance. Le gouvernement ne l'a jamais fait, donc c'est une procédure qui est complètement inédite. Si le gouvernement choisit cette voie, ce sera la première fois. Donc c'est pour ça aussi que ça interroge beaucoup sur les modalités, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Mais il y a des incertitudes juridiques autour de ça, du coup? Oui. Ce qui est, Stéphanie me confirmera ou pas, mais ce qui apparemment est sûr juridiquement, c'est qu'on peut se baser sur le texte initial. La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut ajouter certaines choses, rappelant à tout le monde que le texte initial ne convient à personne. Vraiment à personne. Et il y a des débats de constitutionnalistes, il y a ce qui fait un peu foi, c'est une note du secrétaire général du gouvernement qui a dit il faut le texte initial et rien d'autre. Et du coup, c'est vrai que ça coince un peu, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas rajouter des éléments de compromis. Et le texte initial, je vous rappelle, qui date d'il y a 5 mois. Donc c'est là que c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que les ordonnances, un certain nombre de personnes ont des précautions sur la manière de les utiliser. Il y a des députés qui craignent aussi que ça ouvre un précédent. Certains disent c'est vraiment s'asseoir sur le Parlement. Si on commence à faire ça, les gouvernements futurs pourront aussi utiliser les ordonnances budgétaires, alors que le budget, normalement, c'est le moment vraiment démocratique où on décide du consentement à l'impôt, où on décide des dépenses de la nation. Donc il y en a qui ont des craintes là-dessus. Et s'il y en a qui veulent accélérer et qui disent que les ordonnances, l'avantage, c'est que vous avez un budget, que si le gouvernement tombe derrière, c'est pas grave, mais que vous avez au moins un budget. Et un député me disait hier, les ordonnances, c'est le scénario du président, je vous parie que ça finit comme ça. Alors il y a l'autre option, à l'opposé, le 49.3, mais qui présente d'autres inconvénients. Oui, et vraiment, ce qui est drôle ou pas, c'est que toute la semaine, c'est vraiment 49.3 ordonnances. On a l'impression que les cotes montent sur le côté ordonnance, puis redescend, et les mêmes députés qui peuvent nous dire « Ah ben non, là c'est sûr, ce sera ordonnance », le lendemain nous disent « Ah finalement, j'entends plutôt 49.3 ». On a vraiment le sentiment, et beaucoup nous disent que peut-être que Sébastien Lecornu n'a pas lui-même tranché, et d'ailleurs, il doit l'annoncer d'ici à mardi. Ce qu'on sait, c'est que le gouvernement travaille sur les deux options. C'est vraiment les deux options sont travaillées. Et je parlais des inconvénients du 49.3, Stéphanie, c'est qu'il y a au moins 3 49.3 à faire passer et à chaque fois, il y a le gouvernement qui peut tomber. Et oui, parce que qui dit 49.3 dit qu'il y aura une motion de censure, évidemment, de la France Insoumise et probablement du Rassemblement National. Donc tout l'enjeu pour le gouvernement, c'est que s'il y a des 49.3, c'est que le PS ne vote pas les motions de censure derrière, c'est-à-dire de s'être mis d'accord avant avec les socialistes pour le contre
contenu du texte dans le 49.3 pour être sûr qu'il n'y ait pas de censure derrière. Mais moi, hier, j'ai un député qui me disait, le problème, c'est que vous avez 3 49.3, il y a l'actu internationale, on est en campagne des municipales, à chaque moment, tout peut déraper. Un truc extérieur peut faire que finalement les socialistes votent la censure. Voilà. Et donc, surtout, Sébastien Lecornu avait dit qu'il ne l'utiliserait pas. Oui. Évidemment. Et le PS n'en voulait pas. Et le PS avait demandé à Sébastien Lecornu de renoncer à ce 49.3. C'est pour ça que la piste du 49.3 ne plaît pas à 2 personnes qui sont absolument centrales dans cette affaire, Sébastien Lecornu et Olivier Faure, puisque si on utilise le 49.3, c'est une manière de se dédire l'un et l'autre. Celui qui avait demandé à ce que le gouvernement n'utilise pas le 49.3 devra expliquer pourquoi, une fois que le gouvernement l'utilise, il décide peut-être de ne pas censurer. Et Sébastien Lecornu, moi, un député me décryptait, il a très peur, le moment où il va prononcer le 49.3, du montage vidéo que tout le monde va faire, rappelant les 10 fois où il a promis qu'il n'allait pas l'utiliser, et au bout du compte, il l'utilise. Donc c'est vraiment ces 2 personnes, à mon avis, qui sont très réticentes aussi à cette idée de 49.3. Si je résume, donc tout est possible et il n'y a pas de remède miracle. Tu l'as dit, Elsa, Olivier Faure semble avoir une petite préférence pour les ordonnances, mais est-ce qu'il n'y a pas 2 lignes au sein du PS aujourd'hui ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une ligne qui est portée par Olivier Faure, et peut-être que Olivier Faure, et une autre ligne qui est portée par la grosse partie du groupe. La grosse partie du groupe est prête à un 49.3, voyant bien qu'il n'a pas d'autre possibilité, mais dit pour nous, les ordonnances, selon même Philippe Brun, c'est une forfaiture démocratique, il va très loin dans sa critique des ordonnances. Olivier Faure, lui, quand on lui demande à la limite sa préférence, bon, il rappelle qu'il a préférence ni pour l'un ni pour l'autre et que c'est au gouvernement de trancher et que c'est évidemment des passages en force, mais lui a pas l'air de considérer que les ordonnances soient pire qu'un 49.3. Et c'est vrai qu'il est assez indulgent avec la méthode des ordonnances, mais je pense qu'il est assez isolé à considérer que les ordonnances, finalement, c'est pas plus grave qu'un 49.3. Boris Vallaud, en tout cas le président du groupe socialiste ici à l'Assemblée, est opposé aux ordonnances. La plupart des députés vous disent si c'est l'ordonnance, c'est la censure directe. On réfléchit même pas juste sur le principe. C'est trop violent, c'est vraiment s'asseoir sur le Parlement. Et à droite, est-ce qu'on a une préférence entre ces 2 options ? À droite, j'ai l'impression que tout le monde veut aussi un peu tout le monde veut que ça se termine. Le rapporteur général du budget veut les ordonnances. Lui, il pense que c'est la meilleure option. Puisque on rappelle que s'il y a les ordonnances et que le gouvernement tombe par une censure derrière, le gouvernement tombe, mais le budget reste. S'il y a un 49.3 et qu'une mention de censure est adoptée derrière, le gouvernement tombe et le budget tombe. Donc c'est pour ça que certains disent l'ordonnance, au moins, c'est une mais manière l'ordonnance, de conserver il y aurait un quand budget. même un projet de finances rectificative. Tout le problème, c'est qu'à partir du moment où on considère que ce qui est juridiquement acceptable, c'est de repartir du texte initial, disons le moins modifié possible, évidemment que toutes les mesures assez consensuelles que tous les députés avaient portées contre l'année blanche, etc., elles pouvaient se retrouver dans un autre texte. Un projet de loi de finances rectificative, mais il faudrait vraiment que ce soit consensuel dans ce cas-là. Exactement, il faudrait que ce soit négocié même en amont. Qu'est-ce qui se passe si le gouvernement tombe entre l'un ou l'autre ? Est-ce que les députés qui vont être échaudés par la méthode des ordonnances vont accepter de dire « mais on est d'accord pour voter ce projet de loi derrière ?» Et donc de faire confiance à Sébastien Lecornu. Exactement, et en plus ça fait que les ordonnances, finalement, c'est pas si rapide que ça s'il faut un texte derrière. Stéphanie, tu disais qu'a priori, Emmanuel Macron, lui, il penche plutôt pour les ordonnances. Le problème, c'est que ça court-circuite le Parlement. Est-ce que ça ne reviendrait pas à sacrifier Sébastien Lecornu ? Probablement. C'est un risque. C'est vrai que s'il y a ordonnance, il y a quand même de grandes chances que pour que Sébastien Lecornu tombe. On dit souvent que c'est un moine soldat. Et bien là, il tomberait en première ligne. Et le président, après, c'est au président de retrouver un nouveau Premier ministre, etc. On recommence et ainsi de suite. Mais la nouveauté, on parle de 49.3 et d'ordonnance. On en parlait déjà hier. Mais la nouveauté par rapport à hier matin, par exemple, c'est que là... Donc là, on est vendredi quand on se parle. On est vendredi quand on se parle. Ce qui est sûr, c'est que cette fois, on n'ira pas au vote. Jusque-là, nous le disions, tous les commentateurs le disaient, tous les députés le disaient, mais Sébastien Lecornu et le gouvernement ne l'avaient pas reconnu. Hier soir, en arrêtant les débats, le gouvernement a expliqué « on arrête les débats », comme l'a expliqué Amélie de Montchalin, parce qu'on considère que la copie qui va sortir de ce débat-là n'est pas votable, et donc on reconnaît qu'on ne pourra pas aller au vote. Et donc là, ça ouvre la voie très clairement au 49.3 ou aux ordonnances, on ne sait pas encore laquelle, vous l'aurez compris. On va s'arrêter à présent sur une drôle d'histoire qui s'est produite en début de semaine, en marge de ce débat budgétaire. Si tout le monde s'est remis à parler des ordonnances budgétaires, c'est parce qu'un mystérieux informateur a appelé la rédaction de Politico lundi. Voilà que mon téléphone sonne une première fois, numéro masqué,
Je ne décroche pas et voyant que la personne insiste dans la seconde, rappelle, je décroche et j'entends une voix d'homme d'âge moyen et qui me dit ordonnance et PJL fiscal transmis au Conseil d'État. C'était le journaliste de Politico, Paul de Villepin. Alors Marco, cette histoire, elle est vraiment dingue, d'autant que ce mystérieux corbeau, il ne s'est pas contenté d'appeler Politico. Hein. Non, il a aussi envoyé un message aux Échos. Alors, on ne sait pas s'il s'agit du même corbeau, mais on peut le présumer. En tout cas, effectivement, l'appel déjà au journaliste de Politico, Paul de Villepin, il a duré juste 22 secondes. Ouais. Et Paul de Villepin me racontait, parce qu'on a fait une visio avec lui pour qu'il nous l'explique, qu'en fait, il a eu le réflexe de lui dire qui est à l'appareil. Et donc, il a raccroché immédiatement et dit bon, c'est un réflexe, mais j'ai été un peu bête parce que j'aurais pu essayer d'approfondir un peu cette idée d'ordonnance. En tout cas, ça nous a mis sur la piste. Le soir même, effectivement, un journaliste des Échos reçoit aussi un message qui affirme que les ordonnances ont été transmises au Conseil d'État. Mais quand on reçoit un SMS, on voit le numéro de téléphone. Donc Oui, et donc justement, aux Échos, ils ont essayé de remonter le numéro sans succès. Alors du coup, l'hypothèse, c'est que le corbeau a utilisé une carte prépayée. Et ça, c'est vrai que cette histoire du corbeau a fait rire tout le monde. Alors, à inquiéter certains. Tout le monde ne parlait que de ça à l'Assemblée. Ouais. Imaginant un fonctionnaire peut-être du Conseil d'État avec un trench et un chapeau aller dans un magasin pour acheter une carte prépayée. C'est ce que font... un peu les dealers ou les trafiquants, voilà, pour essayer d'avoir un numéro. Un Paul Bismuth ressuscité. Exactement, ou pour avoir un numéro, s'amuser à effectivement donner cette information qui est confirmée par de nombreuses sources que le Conseil d'État a effectivement été saisi. Parce que le corbeau était effectivement bien informé, il avait raison. Il était bien informé, et parce que justement, Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, a posé la question au ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifoux, en conférence des présidents mardi. Et Laurent Panifoux a dit moi je suis pas là pour répondre aux corbeaux anonymes, pour commenter plutôt les corbeaux anonymes. Et donc visiblement Laurent Panifoux disait moi j'ai pas l'information. Alors visiblement on ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas le corbeau lui l'avait et effectivement elle paraît bonne cette information. Qui pouvait avoir intérêt à transmettre cette info comme ça aux journalistes? Alors déjà on sait quand même depuis la semaine dernière, en fin de semaine, déjà beaucoup de députés nous disaient que le gouvernement travaillait sur les deux options et il y avait déjà aussi quand même la petite musique de oui, vous inquiétez pas, voilà, ils vont pas se réveiller le matin en saisissant tout le monde, etc. Donc après, c'est juste peut-être quelqu'un qui était content d'avoir cette information et qui a voulu, la partager. La partager avec peut-être qui était contre les ordonnances aussi et qui voulait le faire savoir que le gouvernement qui est pour, comme par exemple l'Élysée et éventuellement et qui veut enfoncer le clou et pousser à accélérer. Beaucoup d'hypothèses, mais pas beaucoup de certitudes. Il y avait même une députée insoumise qui disait, à mon avis, ça commence par le, ça finit par cornu, tellement qu'il est désespéré par rapport à la situation. Bon, on reste dans le contexte de ce débat budgétaire qui avait repris cette semaine dans l'hémicycle et on écoute le député RN Frédéric Pierre Vos. Et la résistance à l'oppression, c'est de ne pas confondre égalité et égalitarisme et vous transformer en Tutsis pour couper les Hutus sous prétexte qu'ils étaient plus grands. Alors, le député RN, Frédéric Pierre Vos, évoquait à ce moment-là, je crois, le pacte d'Utreil. Mais alors, quel était le rapport entre le génocide rwandais et le débat en cours dans l'hémicycle? C'est-à-dire qu'en fait, le député Frédéric Pierre Vos, il voulait surtout dire aux députés, alerter les députés qu'il ne fallait pas, en fait, viser une catégorie sociale, la rendre coupable, en l'occurrence les plus riches. C'est ça qu'il voulait dire. Et donc, en disant cela, il a voulu faire une comparaison entre le débat budgétaire et le génocide au Rwanda. Sauf que ça a déclenché un tollé. Sauf que ça a déclenché un tollé. Pourquoi ? Parce qu'en plus, au passage, il fait une erreur historique, parce qu'il inverse les victimes et le bourreau. Voilà, parce que c'est bien le génocide des Tutsis au Rwanda. D'ailleurs, Hervé Berville, le député Ensemble pour la République, qui est né au Rwanda, orphelin Tutsi, lui a fait remarquer dans l'hémicycle. Ça a déclenché un tollé. Cyrielle Châtelain, la présidente du groupe écologiste, a dit que c'était inacceptable. Boris Vallaud également a réagi. Et donc cet incident de séance a été noté et la présidente de séance a dit qu'elle s'entretiendrait avec Yaël Braun-Pivet sur cet incident. Donc, il peut y avoir des sanctions. Ça peut...
déboucher Oui, je sur pense, des sanctions, parce que, effectivement, parce que... Mais alors, cela dit, Jean-Philippe Tanguy, au Rassemblement national, a pris la parole après que plusieurs députés aient pris la parole pour dire que c'était inacceptable, et Jean-Philippe Tanguy s'est excusé au nom du Rassemblement national pour dire qu'il ne soutenait pas les propos qui avaient été tenus par leurs collègues. Je pense que le député en question a dû se faire très largement monter les bretelles, puisque le Rassemblement national n'est pas du tout friand de ce genre de choses. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bon, déjà, je pense que la comparaison est impossible à faire dans aucune forme de débat, etc. Mais alors là, on parle de... Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. On est vraiment dans un débat budgétaire et on a une phrase comme ça qui est d'une violence absolue, qui en plus confond les victimes et les bourreaux. L'histoire. Et en fait, je pense que il n'y avait pas énormément de députés présents dans l'hémicycle à ce moment-là, mais tout le monde a été estomaqué. Justement, pas de pouvoir tenir ce genre de propos dans l'hémicycle. Et je pense que ce député qui n'était pas très connu du grand public... l'est davantage maintenant, mais pour de mauvaises raisons. Voilà. Et ne prendra peut-être pas beaucoup la parole dans l'hémicycle dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Moi, il y en avait même qui me disaient c'est une dissolution, etc. Moi, je mets mon billet sur le fait qu'il ne sera pas reconduit par le Rassemblement national. On verra ça. Peut-être. Bon, un mot de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. On s'est interrogé la semaine dernière sur les personnalités qui allaient être auditionnées. Et ça y est, Marco, on a la liste. Oui, il y a du beau monde. Le président de la commission d'enquête, Jérémy Patrier-Létus, a dévoilé la liste cette semaine. Alors, on a Léa Salamé et Laurent Delahousse, par exemple, les présentateurs stars de France 2, le 2 février. Juste avant, on aura des responsables de l'information de France Télé, notamment Nathalie Saint-Cric, qu'on connaît peut-être si on regarde France Télévisions. On aura aussi Rachida Dati, la ministre de la Culture, 3 jours après Laurent Delahousse et Léa Salamé, des anciens ministres de la Culture, et puis Nagui aussi. On sait qu'il y avait eu une bisbille entre échanges assez tendus sur les réseaux sociaux entre Charles Aloncle, le rapporteur de la commission d'enquête, et l'animateur. L'animateur avait même menacé de poursuivre en justice Charles Aloncle, qui avait dit que Nagui, en parlant au conditionnel, c'était sûrement la personne qui s'était le plus enrichie sur l'argent public, plus qu'un haut fonctionnaire de l'État, plus qu'un président de la République, plus qu'un ministre. Et donc, Nagui n'avait pas du tout apprécié cette sortie de Charles Aloncle. Donc, on n'a pas encore la date de l'audition pour Nagui, mais ce que l'on peut dire, c'est que ça s'annonce sûrement tendu. Et on suivra évidemment cela sur Et on verra RCP. surtout si les nouvelles règles, normalement, qui sont censées entrer en vigueur dans le travail de la commission, parce qu'on sait que... On en parlait la semaine dernière. Le rapporteur, tweet en direct, etc. Normalement, un cadre a été posé pour que les auditions se passent mieux et que les auditionnés n'aient pas le sentiment d'être en procès public. On verra si ça tient sur ces auditions. Et si le rapporteur respecte les nouvelles règles fixées collectivement. On arrive à la fin de ce Bourbon Hebdo et on a décidé de conclure ce numéro en musique parce qu'on commémorait cette semaine les 40 ans de la mort de Daniel Balavoine. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes. Alors Marco, c'est toi qui as repéré cet hommage d'un député au chanteur décédé il y a 40 ans. Oui, c'est Carl Olive, le député Ensemble pour la République. Alors, il le fait souvent, sur les réseaux sociaux, de publier ses performances vocales. Moi, je l'avais vu une fois. Rendre hommage à Balavoine. Il s'était mis devant les grilles d'une maison de retraite de sa circonscription pour chanter devant les retraités. Je crois que c'était pendant le Covid. Exactement. Bon, là, il voulait rendre hommage à Daniel Balavoine 40 ans après son décès. Il dit que les paroles de Balavoine sont plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Maintenant, Carl Olive, on peut se demander s'il chante bien ou pas. Il y avait un débat dans la rédaction, il y avait un débat avec certains députés. Il n'est pas mauvais en chanson, mais là, on était un peu déçus. En tout cas, si jamais le gouvernement était censuré sur le budget, si jamais il y avait une dissolution, il pourrait toujours tenter The Voice. Pourquoi pas. C'est la fin de ce Bourbon Hebdo. Merci à tous les trois et bon week-end à tous. À la semaine prochaine. Bon week-end. La séance est levée.